Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tous les musulmans ont fêté de bonnes fêtes de l'Aïd. Sur ce les amis, on va commencer. Et on va commencer assez fort. Aïd Moubarak à tous les musulmans. De la part de qui? De CNews. Elle a été soit chassée, soit elle a fui. Et Manuel Valls, cette semaine, dit l'antisémitisme aujourd'hui a une dimension islamiste. Il va même plus loin, il dit, je crois, ça provient du monde arabo-musulman, de mémoire, mais il dit une dimension islamiste. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui frappe en France aujourd'hui est davantage marqué dans certaines communautés que d'autres? Est-ce que c'est une affirmation qui vous semble légitime? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'antisémitisme, il est transversal. D'accord, mais est-ce qu'il est un peu plus présent par exemple? Et donc, il est présent dans tous les compartiments de la société. Il est aussi présent, si c'est votre question, dans le monde arabo-musulman. Aussi ou un peu plus élargi. Vous vous rendez compte, depuis tout à l'heure, vous voulez faire un exercice de sociologie. Non, un exercice de sociologie honnête. Et vous voulez me... J'en connais pas. Ils sont assez peu nombreux aujourd'hui à dire votre formule, l'islam est incompatible avec la République, mais plus concrètement, si on dit la présence massive du voile est incompatible avec la culture française, seriez-vous d'accord? La présence du voile dans l'espace public, ça témoigne de changement de culture. Sur le plan démographique, une France qui serait de plus en plus voilée, c'est une tendance démographique qu'on peut reconnaître sur une trentaine d'années. Est-ce que ce sera encore la culture française? Est-ce qu'inversement, les crèches, par exemple, dans certains espaces publics, est-ce que c'est sur le même plan? La présence massive des grandes croix dans l'espace public comme la présence massive du voile, bien. Vous voyez les deux. Dès qu'elle n'avait aucune pudeur à constater que oui, il y a en France un racisme anti-blanc. Et vous, sale guerre, sale français, ça peut exister. C'est le lendemain que oui, il y avait un racisme anti-blanc. Imaginons que quelqu'un dise sale arabe. Vous diriez c'est du racisme anti-arabe. Oui. Quelqu'un dit sale blanc. C'est du racisme anti-blanc. Je viens de vous le dire, c'est du racisme anti-blanc. D'accord. Je ne le conteste pas. Pourquoi c'est relativiser quoi que ce soit de leur Non, mais je dis juste que ce qui mine considérablement notre société aujourd'hui, c'est l'ampleur des discriminations raciales qui frappent les personnes d'origine étrangère dans notre pays. Enfin, il faut quand même regarder l'ampleur d'un phénomène. Contre l'antisémitisme, est-ce que vous avez beaucoup de musulmans qui participent par exemple aux marches contre l'antisémitisme aujourd'hui en France? Justement, qu'est-ce que la gauche peut reprendre les territoires perdus de la République comme l'écrivait Georges Bensoussan? Je m'explique sur justement la notion du racisme anti-blanc. Si on part du principe que ce racisme anti-blanc existe dans quelques pâtés de maison, quelques cités, quelques immeubles où effectivement il est difficile d'être blanc et on se fait traiter de sale guerre, de sale français, de sale blanc. Qu'est-ce que fait la gauche républicaine que vous représentez? Que font les sociodémocrates? Quelle est la méthode pour arrêter ce racisme anti-blanc, ne serait-ce que dans ces quartiers-là qui sont les territoires perdus d'art? Mais en attendant, je peux... Permettez-moi de vous donner un exemple très concret. Sarcelles. Là, il y avait une importante communauté juive. Prends un exemple dans l'Essonne. Non, mais je pense que c'est important. Et on constate qu'aujourd'hui, cette communauté est plutôt absente. Elle a été chassée, soit elle a fui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'antisémitisme qui frappe en France aujourd'hui est davantage marqué dans certaines communautés que d'autres? Est-ce que c'est une affirmation qui vous semble légitime? Plus c'est vous vous rendez compte depuis tout à l'heure, vous voulez faire... Non, un exercice de sociologie honnête. Et vous voulez me faire en même temps, je suis pas dans le déni. Je vais vous dire la lutte contre l'antisémitisme, c'est un peu une question de lutte contre l'islamisme aujourd'hui. Et pendant qu'il nous parle matin, midi et soir de l'islam, de femmes voilées, de Paris voilé, eh ben sur LCI, on nous parle de l'Ukraine qui veut rejoindre l'Europe. Ça on le savait déjà. Et l'Europe est d'accord. Ah bon? À qui on a posé la question? Eh ben à Ursula von der Leyen, la présidente de l'Europe. C'est simple comme bonjour. T'as l'appel un président au piquet, il vient dans les 15 minutes qui suivent. Où sont les 27 États européens? J'ai l'impression de faire un cauchemar éveillé. Il y a juste une question à se poser les amis. Qui est Ursula la sorcière pour se permettre de parler à notre place? L'Ukraine veut rejoindre l'Europe, et l'Europe est d'accord. Il y a encore du travail, et c'est fondé sur le mérite. Mais nous sommes très clairs dans notre détermination politique pour cela. Madame la Présidente, vous parlez très bien français, je sais, mais comme vous êtes très puriste, vous faites attention. Où est-ce que vous avez appris le français? Je suis née à Belgique, à Bruxelles, et j'ai vécu là pendant les 13 premières années de ma vie. Après ça, nous sommes déménagés en Allemagne, et j'ai vécu dans d'autres pays du monde. Mais on ne perd jamais la langue de l'enfance. Et j'adore parler français, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça, les amis? Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à dire. Ceux qui m'expliquaient matin, midi et soir que c'était bien de rentrer dans l'Union Européenne. Non, les amis, détrompez-vous. À la fin, ça finit comme ça. Il y a une sorcière qui apparaît de nulle part et qui parle à notre place. C'est ça qui est dingue, les amis. Faut pas oublier qu'ils sont en train de nous dépouiller. Mais véritablement en train de nous dépouiller. Emmanuel Macron, la semaine dernière, vient de redonner un accord de 2 milliards au soutien de l'Ukraine.
Alors on sait tous que l'Ukraine a déjà perdu. Où va cet argent? Où va cet argent? On sait très bien que Zelensky, c'est pas lui qui va sauver l'Ukraine. On le sait très bien, c'est un acteur. Et pour les peu d'hommes qui restent en Ukraine, vaut mieux les préserver. Pauvre Ukrainien, il en reste plus rien. C'est ça le problème. Il en reste plus grand nombre des Ukrainiens. Alors vaut mieux arrêter cette guerre, vaut mieux faire un cessez-le-feu définitivement et dire à l'Ukraine, gardez le peu de territoire qui vous reste parce que si on n'arrête pas de faire la guerre avec la Russie, il vous restera plus rien. C'est simple comme bonjour. On aura Poutine à notre porte cette fois-ci. Et là, je vous le dis, ça sera pas la même chose. Mais non, à la place, on a ce guignolo Emmanuel Macron qui fait des TikTok en voiture en voilà et qui agresse verbalement qui? Monsieur Poutine. Hallucinant, les amis. En nous faisant croire que l'argent qu'on vient de donner, encore une nouvelle fois 2 milliards d'euros quand même, à l'Ukraine, c'est pas les Français qui vont le payer. Non, vous inquiétez pas. Jusqu'à présent, de toute façon, à les écouter, nous Français, on n'a rien payé. Vous voyez bien, on vit bien. Le temps qu'on mange, ça suffit pour ces personnes-là. Bonjour à tous. Voilà, je voulais revenir en 2 minutes sur le sommet que nous avons tenu hier à Paris avec le président Zelensky et 30 chefs d'État et de gouvernement européens, ainsi que l'OTAN et l'Union européenne. D'abord, nous avons décidé d'une aide bilatérale à l'Ukraine. 2 milliards à nouveau de soutien pour envoyer des équipements et tout un tas de soutiens très concrets pour que l'Ukraine puisse continuer à résister à la guerre d'agression russe. Il n'y a plus rien à résister, il n'y a plus rien à résister, échec et mat. Au bout d'un moment, faut savoir perdre, quand même. Faut savoir perdre. Et c'est ça le problème. T'as des millions d'Ukrainiens qui ne veulent plus la guerre, Ils veulent la paix, c'est normal. Il reste plus rien de leur pays, il reste plus rien. Ils ont envoyé leurs fils, leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils. Ils sont tous morts. Il faut encore sacrifier le peu d'Ukrainiens qui restent? Non, faut pas déconner au bout d'un moment. Faut savoir s'arrêter. Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur cette aide, je voulais simplement vous dire, elle est dûment financée grâce à la loi de programmation militaire, aux efforts qu'on avait anticipés, Écoutez. Grâce au financement européen et dans le cadre du G7 que nous avons décidé. Et donc non, cette aide, ça n'est pas une aide qui sera financée par des impôts cachés ou supplémentaires, Voilà, ça sera pas une aide cachée par les impôts. Mais on sait très bien que tu vas pas piocher sur nos impôts pour cette aide-là. On sait très bien. Mais on sait très bien que c'est nous qui allons payer, c'est simple comme bonjour. Si c'est pas sur les impôts, ça sera sur autre chose. Ça sera sur autre chose, les amis. Va falloir se réveiller au bout d'un moment, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, je vous le dis, ils nous ont pris pour des imbéciles, c'est simple comme bonjour. On a des taxes en voiture, en voilà, ils nous taxent tout, les amis, ils nous taxent tout. Tu vas faire les courses, c'est 200 € le caddie. Tu veux remplir ta voiture? 2 € le litre d'essence, 2 € le litre d'essence. Faut pas déconner, les amis. Et après, ils nous expliquent, non, vous inquiétez pas, vous Français, vous allez pas payer. Mais bien sûr qu'on va payer. Depuis le début, c'est nous qui payons le plus. Faut le savoir en Europe. C'est nous, Français, qui payons le plus. C'est simple comme bonjour. Si la France ne serait pas en Europe, c'est simple comme bonjour, il y aurait pas d'Europe. Ils sont où les armées européennes? Faut savoir que c'est nous, Français, les plus puissants de l'Europe. Bref, continuons. C'est totalement faux. Et non, cette aide n'est pas inutile parce qu'en Ukraine, c'est notre sécurité qui se joue. Et si on abandonne l'Ukraine dans sa résistance, d'abord, on ne joue pas notre rôle en Europe pour notre sécurité collective, et puis c'est notre propre sécurité, nos propres intérêts qu'on laisse être menacés. Tu peux me le dire quand même à moi. Elle t'a promis quoi, Ursula la sorcière? Elle t'a promis quoi? Hein? Elle t'a promis quoi pour faire la guerre avec Poutine? Une guerre qu'on peut pas gagner. Faut savoir que la Russie n'a jamais été conquis totalement. Et là, écoutez et réécoutez les amis. Ils se nourrissent encore de notre silence. Il est temps qu'ensemble, nous cessions de consentir implicitement à leur volonté de nous asservir. Parler d'une seule et même voix suffira à les stopper. On est des millions, ils sont une poignée. Tu fais le calcul? Il est simple. Cette vidéo, ce message est peut-être le plus important que j'ai réalisé jusqu'à présent. Et ce que vous allez découvrir, vous ne l'entendrez sans doute nulle part ailleurs. Et ça tient en une poignée de secondes. Ça va réveiller votre force intérieure. Ça va vous redonner du courage. Et pour celles et ceux qui pensent que ça ne sert à rien de croire en quoi que ce soit, ça va vous faire reprendre conscience que tout est possible. Écoutez-moi. 577 députés, 348 sénateurs, 34 968 maires, 35 ministres, 251 000 policiers et gendarmes et environ 180 000 militaires. Nous, peuple de France, nous sommes 68 600 000 habitants. Tu sais donc combien de personnes font les lois, dirigent ce pays, imposent les règles et contrôlent la population? Moins de 1%. Oui, t'as bien entendu, moins de 1% du peuple de France. Et même en ajoutant les préfets, les sous-préfets, les agents de renseignement, la DGSE, la DGSI, la DRM, les hauts fonctionnaires dans l'ombre, même avec tout cela,
eh ben ça ne dépasse toujours pas 1%. Et pourtant, c'est eux qui décident, c'est eux qui imposent, c'est eux qui nous disent ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire. Et nous, on fait quoi? On râle, on se plaint, on subit. Nous sommes plus de 99% à faire tourner ce pays, à bosser, à créer, à construire, à tenir debout cette société. Moi, je vous le dis avec le cœur, ce système ne tient debout que grâce à notre silence. Alors, à mon petit niveau d'entrepreneur, je choisis de parler et je tente de rassembler parce que j'aime la liberté et j'en ai plein le cul qu'on nous oppresse de plus en plus. Partageons au max, réveillons les consciences. Rejoins-moi, on avance. Et là, on va parler un peu de Jean-Luc Mélenchon. On lui a posé une question en 2015. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous condamnez les arrachages de chemises du patron d'Air France par les salariés mécontents de leurs conditions de travail? Voici sa réponse. Mélenchon, bonjour. Est-ce que vous condamnez aussi les violences de ces employés Air France qui ont lynché plusieurs responsables? Non, je ne prends pas du tout le problème comme ça, parce que lorsqu'il y a une situation de cette nature, il faut essayer de voir par où se trouve une sortie honorable. Et je crois que si tout le monde réagit, c'est parce qu'il y a des images. Mais il y a une violence qu'on ne voit pas, qui est 10 fois pire que celle que vous avez pu voir. C'est la violence de gens qui sont condamnés à la mort sociale parce qu'ils n'ont plus leur emploi. Et là, nous avons affaire à un ensemble de personnels dont certains sont dans l'entreprise depuis de très nombreuses années, ont contribué à sa prospérité et qui se sentent traités comme des pions. Nous sommes là typiquement dans cet espace social qui unit aussi bien le balayeur de l'entreprise que le pilote, qui se retrouvent ensemble avec un esprit d'entreprise et qui ne comprennent pas pourquoi on les traite comme des pions. Alors moi je mets en garde tous ceux qui montrent du doigt la violence des salariés de cette façon en niant la violence qui leur est faite à eux les salariés et qui à partir de là ne peuvent pas comprendre ce qui se passe et en sont réduits à des paroles aussi inacceptables et inqualifiables que celle du Premier ministre qui se comporte comme un véritable garde-chiourme d'Air France, parce que Air France n'en a peut-être même pas autant demandé que ce que Valls est en train d'exiger aujourd'hui. Non, ayez de la compassion, comprenez ce qui se passe chez les travailleurs et comprenez le fait que partout dans le pays, chaque fois que les gens sont dans une impasse, on ne les écoute pas. Ils ne connaissent donc aucune autre sortie que celle de cette démonstration. Moi, je vais franchement autre chose. Je leur dis merci. Et on va finir avec Manuel Bompard, député de la France Insoumise, qui nous explique que les Insoumis proposent aux députés des autres groupes, et en particulier aux députés communistes et écologistes, de déposer ensemble une motion de censure. Alors nous disons que évidemment nous sommes prêts à déposer une nouvelle motion de censure pour censurer le gouvernement de François Bayrou. Mais que nous, contrairement à d'autres, nous ne sommes pas adeptes des motions de censure pistolet à eau. Quand on fait une motion de censure, c'est avec l'objectif de renverser le gouvernement. Et donc je profite du micro qui m'est offert aujourd'hui pour dire que les Insoumis proposent aux députés des autres groupes, et en particulier aux députés communistes et aux députés écologistes, de déposer ensemble une motion de censure. Et nous sommes prêts à déposer cette motion de censure à partir du moment où l'ensemble des députés de gauche nous donneront une garantie, la garantie que si nous déposons cette motion de censure, ils la voteront pour faire tomber le gouvernement de François Bayrou. Merci à tous de m'avoir suivi. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.